Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouveau live consacré à l'actualité du FC Metz. Pour nous accompagner durant cette heure, Joris, notre invité, donc journaliste à RMC, qui a malheureusement connu l'épisode téléfoot, puisqu'il a œuvré pendant de longs mois avec Mediapro. Il nous racontera peut-être un peu ses péripéties. En tout cas, respect, Joris, parce que vous avez tous été au top durant la fin de Mediapro. Et chapeau pour le professionnalisme dont vous avez tous fait preuve dans les conditions auxquelles vous étiez confrontés. Franchement, respect. Ah, Non, mais c'est vrai, je peux qu'acquiescer et c'était une belle aventure. Mais voilà, bonsoir à tous. avec nous, Tanguy, notre jeune apprenti. Salut Tanguy. Bonsoir Mounir, bonsoir à tous. Bien sûr, on retrouve le dandy de Lori, Mathieu. Salut Mathieu. Salut Mounir, salut à toute l'équipe, salut tout le monde. Et notre gamer, le roi du foot virtuel, Guillaume. Salut Guillaume. Salut Mounir, bonsoir à tous. Bon, le roi du football virtuel, j'aurais peut-être pas dit comme ça, mais c'est gentil. Ah, c'était pour le clair. Oh, t'as pas remarqué, Guillaume, que quand tu prends des roustes, c'est là où on fait le plus de vues dans ta vidéo. Ah bah on va peut-être en prendre plus souvent alors des roustes. Alors, au programme de l'émission, bien sûr, donc les résultats de la 34e journée, l'équipe type fan live, donc on enchaînera avec l'analyse de la défaite Messine face au PSG, les tops, les flops, les news du club Grenat, on fera un petit tour sur les réseaux sociaux pour voir ce qui s'est passé, et puis pour finir, votre rendez-vous habituel, la parole aux supporters. On va commencer de suite avec Guillaume. Bon, Guillaume, la 34e journée a fait l'essor de quelques clubs. Oui, oui, bah on va le voir tout de suite. Je vais afficher tout de suite d'ailleurs les résultats de cette 34e journée. Le match d'ouverture, Stade de Reims Olympique de Marseille, s'est soldé par une victoire des Olympiens, victoire 3 buts à 1. C'était le seul match d'ailleurs de vendredi. Samedi, le premier match de la journée, Saint-Étienne-Brest s'est soldé par une victoire brestoise. Et donc le match qui va être sujet du live de ce soir, FC Metz Paris Saint-Germain. Défaite malheureusement 3 buts à 1 des Messins. Pour la journée de dimanche, le premier match était Nice-Montpellier. Il s'est soldé par une victoire 3 buts à 1 des Aiglons. La rencontre RC Lens Nîmes Olympique s'est soldée par une victoire 2 buts à 1 des Nordistes. Lorient s'est imposé 4 buts à 1 à la maison face aux Girondins de Bordeaux. Le Stade Rennais s'est imposé 5 buts à 1 aussi à la maison face à Dijon. Nantes, le FC Nantes d'Antoine Comboiré est allé s'imposer 2 buts à 1 au Stade de la Méno à Strasbourg. L'AS Monaco s'est imposé 1 but à 0 aussi à l'extérieur à Angers. Et enfin, le dernier match, le match de tous les rebondissements, Lille qui est allé s'imposer après avoir été mené 2 à 0 à Lyon au Parc OL. On va tout de suite s'intéresser au classement après cette 34e journée. Lille qui conforte sa place de leader, suivi de très près à 1 point derrière par le Paris Saint-Germain. Monaco suit 1 point derrière le Paris Saint-Germain. Et ensuite Lyon qui termine ce top 4 avec 67 points. Lyon, dernier donc du top 4. Après on retrouve Lens et Marseille à 1 point aussi d'écart. Pareil derrière avec Rennes à 1 point de Marseille. Et ensuite on retrouve en 8ème place Montpellier, en 9ème place le GC Nice. Et en 10ème place le FC Metz, donc Nice qui est remonté au classement, qui était 10ème avant la 24e journée, et qui remonte à la 9ème place. Et cette 34e journée qui a scellé le sort de Dijon, puisque Dijon est officiellement relégué en Ligue 2. Et que Lyon a perdu une belle bataille dans sa course à la Ligue des Champions. Et ça Je te fait remercie, encore 6 Guillaume. victoires à l'extérieur. Encore 6 victoires à l'extérieur ce week-end. Et ça prouve que les stades vides, ça a quand même de l'importance. Tu as raison de soulever ça, Joris, puisque cette saison, le taux de victoire à l'extérieur explose par rapport aux précédentes, quand il y avait le public dans les stades. Merci, Joris. Je t'en prie, bonne soirée. À bientôt. On va enchaîner maintenant avec Mathieu qui va nous présenter l'équipe fan live de la 34e journée. Allez, c'est à toi, Mathieu.
Très bien. L'équipe type fan de la 34e journée, on retrouve Paul Nardi, le gardien du FC Lorient, qui a fait une prestation époustouflante dans le cadre de cette 34e journée. On retrouve en défense le latéral Marseille, qui effectue de très bonnes prestations ces dernières semaines avec l'OM, pardon. On retrouve Aïdara, le latéral gauche très percutant du Racing Club de Lens. En charnière centrale, on retrouve Jean-Claire Todibo, le joueur de Nice qui avait un petit peu perdu son football au Barça et qui revient très bien aujourd'hui. On retrouve Niamsi, défenseur central de Rennes, qui est incorporé dans l'équipe assez récemment. Au milieu de terrain, on retrouve Verratti qui a assez brillé face au FC Metz malheureusement samedi après-midi. Dimitri Payet, fort de ses 2 buts et de sa passe décisive, qui s'est vu octroyer un 9 sur 10. Et également Claude Maurice, milieu de terrain de l'OGC Nice, qui revient en très grande forme aussi ces dernières semaines et qui conforte le fait que Nice est beaucoup mieux dans ce championnat ces dernières semaines. Et enfin, le trio d'attaquants, bon, c'était pas très compliqué à le trouver, étant donné qu'on retrouve Mbappé qui, encore une fois, sur ces 2 occasions, a marqué 2 fois face au FC Metz, comme on l'avait dit dans l'avant-match. Burak Yılmaz, l'attaquant de Lille, qui s'est vu octroyer également un 9 sur 10, à l'instar de Dimitri Payet, qui a été omniprésent et qui a été très, très, très décisif pour son équipe pour revenir et remonter 2 buts au Parc OL. Et on retrouve, là c'est un peu plus une surprise, Terem Moffi, l'attaquant du FC Lorient, qui a inscrit un triplé ce week-end et qui également aussi a été crédité de la note de 9 sur 10. Merci Mathieu. Pour rappel, donc l'équipe type FanLife Fantasy est choisie en fonction des votes des fans. Joris, tu es assez d'accord avec son 11? Ouais, absolument. Absolument, je suis d'accord. Bon, les 3 de devant, ça sous aucune contestation. Claude Maurice, comme l'a dit Mathieu, il revient vraiment bien. Il revient en forme. Il a fait un énorme match dimanche. C'était dimanche à 13h. Et puis voilà, après en défense, Todibo a fait un bon match en plus de son but. Niamsi, pareil. Le 11 est assez bon, mais je pense qu'on en parlera un petit peu plus après. Mais je pense que si Metz n'avait pas perdu, un Pape Matar Sarr aurait peut-être eu une petite tête à passer dans cette équipe. Justement, merci pour l'enchaînement. On va passer de suite à l'analyse de la rencontre. Tanguy, une première mi-temps timide, sans agressivité de la part des Messins. Ouais, bah, quasiment tout un match sans agressivité. Bon, en même temps, quand on voit la composition, on s'y attendait un peu avant le match. C'est un système qui était quand même ultra défensif, aligné seulement un joueur offensif et demi. Alors, Boulaya, c'est un 10, mais c'est pas vraiment un attaquant. C'était assez frileux comme composition et ça s'est ressenti dans nos attaques et dans ce qu'on a pu produire. Surtout face à une équipe comme le PSG qui va nous presser haut, qui va attaquer les ballons dès la sortie de balle. Donc, c'est compliqué de proposer quelque chose avec seulement 2 joueurs offensifs et surtout les Iseka en pointe, qui n'est pas l'attaquant qui va le proposer le plus d'appels ou de solutions au milieu. Et justement, Joris, par rapport à cette compo, tu n'as pas été surpris un peu des choix de Frédéric Antonetti? Non, parce que c'est Paris en face et qu'il faut forcément déjà densifier le milieu de terrain. Je pense que c'était surtout une compo pour densifier le milieu de terrain. Après, ce qui m'a gêné, moi, c'est tu densifies le milieu de terrain, mais premier ballon, un long ballon pour Mbappé, la personne qui va sur le porteur pour presser. Je crois que c'est Paredes. Il a 30 secondes pour mettre le ballon qu'il veut où il veut parce que personne ne va le presser. C'est surtout ce qui m'a gêné. Mais après, voilà, la composition ne m'a pas surprise plus que ça. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Même si voilà, il n'y a plus rien à jouer, on peut parler d'un peu de frilosité. Mais face à Paris, je pense que c'est ce qui les gêne le plus, les blocs bas et les milieux densifiés. Donc ça m'a pas surpris, je trouvais ça normal et logique. Mathieu, honnêtement, quand tu reçois Paris à la maison, comme le dit Joris, que tu n'as plus rien à jouer, ça reste quand même un match de gala. Tu affrontes le demi-finaliste de la Ligue des Champions, le dernier finaliste. J'ai pas senti des Messins en mode match de Coupe de France. Allez, on va s'arracher pour réaliser l'exploit.
Ouais, tout à fait. Et bon, pour le coup, je partage pas trop l'opinion de Joris parce que je pense que dans tous les cas, qu'on joue à 3, 4 ou 6 milieux de terrain, je pense que la qualité technique de Paris fait tellement la différence, même au plus haut niveau, que de toute façon, on peut pas rivaliser dans ce compartiment-là. Donc, je pense que c'est une grosse déception, les choix d'Antonetti de début de match, en principe, enfin, en règle générale. Je suis plutôt partisan pour le fait qu'on adopte une stratégie un peu plus défensive pour vraiment contenir notre adversaire. Mais bon, en l'occurrence, on sait qu'on joue Paris, qui joue au complet, qui va nous dominer. Donc j'aurais aimé qu'on tente un petit peu plus la carte de l'offensive, essayer de jouer. Et en plus, on a vu que quand on a tenté de jouer par séquence, bah, ça a marché. Et on a eu un petit peu de réussite pour revenir à un but partout en début de seconde mi-temps. Donc pour moi, c'est quand même une déception cet aspect, ce coaching de Frédéric Antonetti. Et selon moi, ça nous fait perdre le match. Guillaume, justement, qu'est-ce qu'ils en pensent sur les réseaux? Alors on a Stéphane qui nous dit qui corrige Joris et qui dit que c'est Herrera qui amène la passe pour Mbappé. Et bah Mounir, toi qui es joueur assidu de Fan Live, tu as peut-être l'information. Stéphane aussi qui nous demande à combien de points termine 111. Alors moi j'ai pas l'information personnellement. Alors, je pourrais vous répondre en fin d'émission parce que je l'ai dans le téléphone. Puisque Santon fait partie des joueurs qui sont sélectionnés dans mon équipe. Je pourrais vous la donner. Dès que c'est fini, on lui répondra sans problème sur un post Facebook. Excuse-nous, mais là, on passe par le téléphone, donc pour mon live, je peux pas, voilà, ça, je peux pas regarder à l'instant T. Mais on n'y manquera pas d'y revenir. Justement, Tanguy, quand tu reçois le PSG, tu as tous les ingrédients pour te sublimer normalement. Comment ça se fait que, ah, je veux dire, c'était en Coupe de France, on l'a vu encore récemment avec Romy, donc qui sort Toulouse. Pourquoi Metz n'a pas réussi à mettre ce grain de folie voilà, je sais pas, à prendre ce match, on va dire, comme un match de gala et à tout donner pour arracher une victoire et pour faire plaisir à ses supporters. Sachant que le Ouais, PSG a ouais, perdu une on victoire. a un peu. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. On a un peu manqué d'ambition. On a vu que c'était une équipe du PSG qui était relativement moins, enfin, plus prenable que ces dernières années, qui avait plus perdu. Ils ont perdu en plus à Nantes récemment. Donc c'était un match qu'on aurait pu accrocher, surtout quand on voit nos performances récentes à Monaco ou en Coupe de France ou contre Lille, où on a vu qu'on était capable, peut-être pas de bousculer les cadors, mais au moins de bien les gêner et de pouvoir obtenir au moins un résultat nul. Donc je pense qu'aligner aligner cette compo, il y avait un vrai manque d'ambition et peut-être un peu de peur en face des joueurs parisiens. Merci Tanguy. Pourtant, la seconde période reprend, on égalise assez rapidement. Donc là, on se dit, aïe, le FC Metz est de nouveau sur les bons rails. Et malheureusement pour nous, deux joueurs qui ont été si importants tout au long de la saison concèdent le premier, donc le but 111 sur une passe dans l'axe que même à U11, ben, l'entraîneur, dès qu'il fait ça, il lui crie dessus. Donc je ne comprends pas pourquoi Fabien Santonze, peut-être il est encore dans l'euphorie de son but, fait cette passe dans l'axe. Et sur le penalty, donc Dylan Brown qui a été excellent durant 33 journées, qui vient là et qui concède ce penalty, alors qu'il aurait pu, j'avais l'impression de voir un joueur de City. Hein. Je vous promets, vous allez sur les City, le geste qu'il fait Dylan Brown, vous le voyez tout le temps. Donc c'est ça qui est dommage. On a l'impression que Joris qui nous a, je sais pas, qui nous a manqué le petit plus ou c'est la fatigue. Toi qui a un regard différent d'une autre, comment tu imagines qu'on n'arrive plus à gagner depuis Bordeaux? Oui, il y a de la fatigue, il y a de l'enchaînement moral, physique. C'est pas évident. Il faut garder en tête aussi que c'est une équipe très jeune. Il y en a beaucoup qui découvrent la Ligue 1. Il y a des joueurs qui mentalement, je pense, sont pas encore lessivés. Il reste quelques matchs et Metz terminera la saison tranquillement. C'est pas le souci. Le souci, c'est que voilà, tu enchaînes des matchs, tu joues l'Europe, et puis tu as peut-être aussi un petit peu de déception de plus la jouer, avec l'enchaînement de défaites. Et puis, il faut parler du calendrier aussi. Metz a enchaîné les grosses équipes. C'est pas évident de prendre des points. Donc, il y a un peu de tout ça. Après, tu parlais de l'erreur de 111.
ce genre d'erreur, moi, ça ne me dérange pas. Ce genre d'erreur, évidemment, que si on peut les éviter, c'est l'idéal, hein, bien sûr. Mais ce genre d'erreur, voilà, c'est pas ce qui me dérange. Des erreurs, tout le monde peut en faire, ça peut arriver. Enfin, c'est une équipe comme le PSG qui presse beaucoup, ça peut arriver. Moi, ce qui me gêne, c'est voilà, c'est ce que tout le monde dit depuis le début, c'est ce manque d'agressivité, ce manque d'ambition. Et c'est ça qui me gêne. Tu joues le Paris Saint-Germain, comme tu l'as dit, finaliste de la dernière Ligue des Champions, tu es maintenu, tu peux plus jouer l'Europe, tu as des joueurs qui découvrent donc la Ligue 1, qui découvrent des joueurs comme Neymar et Mbappé qui ont l'occasion de se montrer aussi. C'est leur occasion de se montrer aussi individuellement et au final, tu sens cette peur, ah c'est Paris, ouais mais c'est Paris d'accord, mais il faut jouer, on est en Ligue 1, vous êtes 10e de Ligue 1, cette place vous n'avez pas volé du tout, si vous êtes là, c'est que vous savez jouer au foot, alors montrez-le. C'est surtout ça qui m'a gêné, les erreurs ça arrive, voilà, l'erreur de 111 elle arrive, mais moi ce qui me plaît le plus surtout sur ce match-là, c'est d'avoir vu un Pape Matar Sarr au niveau, c'est d'avoir vu un Farid Boulaya au niveau, c'est des matchs européens ça, c'est des matchs contre le gratin européen. Et voir un Farid Boulaya au niveau, voir un Pape Matar Sarr au niveau, moi, ça me fait plaisir. Et je me dis, cette équipe, et comme Anthony, tu le répètes, cette équipe, elle est en apprentissage. Et là, elle a beaucoup appris, je pense, samedi. Donc, là l'apprentissage, les 5 dernières journées vont servir à ça. À évidemment rester dans le top 10, c'est l'objectif, mais aussi l'apprentissage. Voilà, chaque joueur va engranger de l'expérience, et ça ne pourra que nous servir la saison prochaine. Si on... Oui, Mathieu, tu partages l'analyse de Joris? Ouais, tout à fait, complètement. Il ne faut pas oublier non plus que notre calendrier est quand même hyper défavorable sur la fin de saison. Et puis aujourd'hui, quelles sont les équipes qui arrivent à prendre ne serait-ce qu'un point contre les 4 premiers du championnat qui sont en train de tout gagner depuis le début d'année. Enfin, d'ailleurs, c'est assez impressionnant et je pense que c'est historiquement peut-être même du jamais vu à ce niveau-là d'avoir 4 équipes qui gagnent tous leurs matchs quasiment et qui font un match nul de temps en temps, hormis sur les confrontations directes. Et puis, comme le dit Joris, effectivement, on est une équipe en devenir en fait. Hein. On a beaucoup de cadres qui sont des jeunes joueurs et forcément des erreurs on va encore en commettre. On en commet à chaque match, on va encore en commettre. C'est pas forcément le plus difficile. Et c'est vrai que sur cette rencontre, ce qui est décevant, c'est que encore une fois sur les choix d'Antonetti, qu'on se dise pas on va y aller avec 3 voire 4 attaquants et puis on met Yadé, on met Lamine Gueye, on met des mecs qui ont envie de se défoncer face au PSG. Et ça me gêne un petit peu parce que on savait avec ce Paris Saint-Germain là qui est hyper froid d'efficacité ces derniers temps que sur une longue balle, Mbappé il prend le ballon pointu, poteau rentrant, et puis le match il est déjà quasiment perdu. Donc dans tous les cas, il fallait vraiment partir à l'abordage et malheureusement sur la manière d'aborder cette rencontre, on n'a pas été à la hauteur et c'est peut-être grandement dû aussi au fait qu'on a des jeunes joueurs qui ont peut-être eu un petit surplus de pression par rapport à ce match de très haut niveau. Si on peut juste faire un petit point, Mounir, sur les commentaires sur Facebook. On a Johnny qui nous dit « Quand tu joues contre Paris avec Mbappé devant, il faut jouer avec une défense basse. Et sur le premier but, la défense se trouve pratiquement au milieu de terrain. Grosse erreur. » Ensuite, on a Stéphane qui nous dit « Est-ce qu'on a vu un FC Metz offensif cette saison ? Je ne trouve pas. On a un coach qui préfère subir que contrer. » Et ensuite, il nous rajoute « Pour voir un FC Metz offensif, il nous faudra une profondeur de banc plus consistante et surtout moins de blessés. » Et ensuite... Oui, je vais peut-être vous laisser réagir avant de passer à un autre commentaire. Ouais, par rapport à Stéphane, je te trouve un peu dur, Stéphane, parce que Frédéric Antonetti, il fait avec les moyens du bord. Quand tu as 3 ou 4 attaquants et qu'il n'y en a aucun qui est capable de prendre le relais du joueur blessé, c'est pas de la faute de l'entraîneur. Il y a eu un manque à ce niveau-là. Ils n'avaient pas prévu qu'Ibrahim se fasse les croisés. Donc tu vends Diallo, après tu as Ibrahim qui se fait les croisés, et tu te retrouves avec Lamine Gueye qui devait être prêté à Pau, du moins qui arrive de Pau de National, qui devait être prêté au Paris FC, donc qui se retrouve quand même titulaire en Ligue 1 suite à un embrouille administratif. Ah, t'as Yad qui arrive de Génération Foot. Tous ces joueurs-là, ils n'étaient pas programmés pour avoir des rôles de titulaire. Donc Antonetti, il a eu de nombreux blessés.
je pense qu'il a fait une équipe en fonction en fonction du groupe dont il avait à disposition. Et d'après moi, il aurait aimé jouer différemment et, comme tu dis, amener peut-être un peu plus d'animation offensive à son équipe, voilà, avec un jeu plus alléchant. Mais bon, on va pas revenir sur le nombre des blessés. On a juste encore Stéphane qui a répondu tout de suite. Il a dit c'est bien là le problème, je critique pas le coach. On a Claude qui nous dit bonsoir les amis, pourriez-vous m'expliquer pourquoi certains éléments du groupe choisissent leur match car le PSG n'a pas eu besoin d'être à 100% sur ce match. C'est pour toi, Joris, celle-là. Pourquoi les joueurs messins choisissent leur match? C'est ce que nous dit le commentaire. Oui, pourriez-vous m'expliquer pourquoi certains éléments du groupe choisissent leur match car le PSG n'a pas eu besoin d'être à 100% sur le match. Moi, je pense pas qu'ils choisissent. Enfin, je suis même sûr qu'ils choisissent pas leur match. Tu peux choisir tes matchs quand tu joues au Paris Saint-Germain. Tu peux pas choisir tes matchs quand tu joues au TMS. Ils choisissent de ne pas jouer contre Paris. Ouais, en plus, c'est un jouer peu contre absurde. Paris, c'est quand même curieux. Donc non, moi je pense tout simplement qu'ils choisissent pas leur match. Je pense tout simplement que le Paris Saint-Germain était beaucoup plus fort était plus fort. Et la différence s'est faite dans la qualité des deux 11, c'est tout. Justement, Tanguy. Merci, Joris. Justement, Tanguy, il y avait eu un retour pendant ce match sur Djibril Banyan. Malheureusement, il ne s'est pas fait dans les meilleures conditions. Pardon? Je te disais, Tanguy, il y a eu un retour qui a fait plaisir à tout le monde. Celui d'Ibrahim Maniam, Ouais. Malheureusement, il ne s'est pas fait dans les meilleures conditions. Ah bah oui, c'est sûr qu'il a récupéré le poste de Lia Iseka qui était un peu esselé en attaque. Et bon, c'est bien de voir que même avec un attaquant de haut niveau comme Nian, un buteur tout seul comme ça devant a un peu de difficulté pour se montrer et réussir à être décisif. Et c'est vrai qu'en une demi-heure de jeu, on l'a quasiment pas vu. Après, dans le jeu, j'ai trouvé qu'il a quand même apporté un peu plus de présence que Lia Iseka. Il a été plus intéressant. Il nous a offert deux, trois appels en profondeur que Lia Iseka ne fait pas. Mais ça reste quand même un système très compliqué pour lui et je pense qu'il va vite falloir revenir à quelque chose d'un peu plus offensif si on veut le revoir briller avant la fin de la saison. Tiens, on va enchaîner, Mathieu. Avec toi, quels ont été pour toi les flops de cette rencontre? Encore pour moi, la question des flops. Je rigole, je plaisante bien évidemment. Dans cette rencontre, on s'est mis d'accord avec Tanguy sur les flops. Bon, ça n'a pas été très, très, très compliqué au demeurant. Bon, Leia Iseka, forcément. Esselé en pointe, il n'arrive pas à œuvrer au sein du collectif quand il est tout seul en pointe. Donc, c'est toujours compliqué. Je ne sais pas combien il a touché de ballon, mais ça a été très, très peu. Donc, on l'a pas vu. Il a tenté un seul tir en 68 minutes. Donc, grosse déception pour l'attaquant messin. On retrouve aussi Dylan Brown, aussi forcément, qui est coupable sur 2 des 3 buts parisiens et qui a commis quelques erreurs d'inattention qui paye cash à ce niveau-là. Et puis Frédéric Antonetti parce qu'il s'est trompé dans la composition et puis parce qu'il a mis trop de temps, encore une fois, à changer de système. Donc on lui doit malheureusement en grande partie cette déconvenue. Moi, si je peux rajouter un flop, je suis déjà absolument d'accord, même si je trouve que c'est sévère envers Dylan Brown. C'est vrai qu'il concède le penalty, mais je trouve qu'il fait pas un mauvais match. Je rajouterai Abim Maïga, qui a perdu 2 ballons en plein axe dangereux. Peut-être qu'on lui parle pas, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas normal de perdre des ballons. Tu sais très bien que dès que tu vas récupérer le ballon, tu auras une pression derrière. Tu peux le perdre une fois, 2 fois dans le même match face à cet adversaire-là, c'est compliqué. Moi, je mettrais Abim Maïga dedans parce que il a quand même été en dedans tout le long de la rencontre et voilà, j'ai pas vraiment aimé son match de samedi. Guillaume, tu es d'accord avec Mathieu, avec Tanguy et avec Joris concernant les flops et les tops? Et sur la toile, ils sont assez d'accord aussi? Alors sur la toile, il n'y a pas de commentaires pour l'instant, ils sont tous très, très sages. Oh. Non, continue ça. Non, ouais, je suis quand même d'accord. On peut que être d'accord avec vous de toute façon parce que on a vu le même match et puis ouais, après sur la question des flops, moi j'aurais quand même peut-être mis un peu Antonetti
Je crois que vous l'aviez dit, j'étais juste en train de regarder les commentaires avant. Antonetti, je peux confirmer. Il aurait dû faire. Je crois il a fait combien de remplaçants? Il en a fait 2, non? Il a fait 2 changements seulement? Si je me trompe Non, pas. il a fait tous ces changements de mémoire. D'accord, ouais, bah, Mais malheureusement, t'as pas passé cette fois. ouais. En fait, toi, t'as regardé le Metz PSG, mais la saison dernière. Non, non, Joris, il est resté sur son match virtuel, tu sais. Ah ouais. Merde. Non, mais ouais, c'est vrai, je peux que être d'accord avec vous. Et puis, ah bah, on a des commentaires sur la toile. On va y passer tout de suite. Stéphane qui nous dit, moi, je suis pas d'accord avec les flops. Bah, on attend tes arguments, Stéphane. Si t'as des joueurs à rajouter ou à enlever. Et Claude qui nous dit, est-ce que avoir fait rentrer Ibrahima Niane sur ce match n'a pas été un énorme risque, selon vous? Non. Ah bah, fallait bien qu'il rentre un jour, hein. Mais c'est surtout qu'au-delà de ça, bah, moi, Nian, j'ai trouvé son entrée atroce, mais c'est pas sa faute. Je n'ai pas regardé les stats, il faudrait les regarder, mais je pense qu'il a perdu pas loin de 100% de ses ballons. Je suis d'accord, je ne sais plus qui disait ça, qu'il participait beaucoup plus au jeu. Je suis absolument d'accord. Il décrochait beaucoup plus, il venait en appui, il proposait des solutions dans la profondeur. Mais voilà, c'était pas ça. Mais on le savait. On le savait. Moi, je pense justement que c'était le moment idéal de faire revenir Nian à ce moment-là. Parce que là, clairement, tu prépares la saison prochaine. Tu la prépares. Donc, du coup, tu sais que ton ossature sera quasiment la même. Donc, voilà, Nian, il faut le remettre en jambe dès maintenant pour à la pré-saison, qu'il n'ait pas déjà ça à reprendre. Ça, il l'aura repris déjà. Ensuite, il va refaire la prépa normale, mais déjà, ses sensations, il les aura reprises. Tu pourras l'intégrer au collectif directement et tu n'auras pas de souci avec ça. Donc moi, je pense que c'est le moment idéal et je pense que c'est clairement le but de Frédéric Antonetti, le mettre le plus tôt possible, début de match, pour qu'il reprenne ses sensations, peut-être un match titulaire lors de la J37, la J38 face à l'OM, et voilà, et retrouver un Ibrahima Niane en pleine confiance parce que tu en auras forcément besoin la saison prochaine. Surtout le faire rentrer face au PSG, il n'y a aucune pression sur ses épaules. Enfin, je veux dire, allez, on va pas se mentir, il n'y a plus rien à jouer. Le faire rentrer maintenant, moi je trouve que ça a été vraiment une très bonne idée de la part de Frédéric Antonetti. Je suis d'accord. Et j'ajouterais que si Antonetti m'avait écouté dans mes conseils d'avant-match et l'avait titularisé, on n'aurait pas perdu cette rencontre. Et j'ai les stats sous les yeux là. Et donc sur 11 ballons touchés, Ibrahima Niane, il en a perdu 5. Ah, la moitié. Je pensais qu'il en avait perdu plus. Mais il en a perdu un peu moins de la moitié. Bah, après, le reste, c'est 6 passes réussies. C'est beaucoup de passes en arrière et latéral. Ouais, bon, après ça, c'est pas vraiment sa faute. Eh ben justement, Tanguy, puisque tu es là, pourquoi quels sont les joueurs qui ont brillé lors de ce match face au PSG? Bah, je pense que sur ce match, c'est assez évident. Les deux joueurs qui ont le plus brillé, c'est Pape Matar Sarr et Farid Boulaya. Le premier, parce qu'à 18 ans, il a sorti un excellent match face à un milieu de classe mondiale, face à Verratti, Paredes et Herrera. Il a même agacé Verratti à un moment qui fait une grosse faute, qui lui voit un bon jaune, on va dire. Et il a été impressionnant, il a dirigé le jeu, il s'est positionné très haut. Le milieu à 3 lui a permis de se positionner beaucoup plus haut que d'habitude. Il était assez intéressant dans ce schéma, je trouve. Et Farid Boulaya, parce que comme d'habitude, c'est notre maître à jouer. Il fait une saison de haut niveau. Il a eu quelques matchs de moins bien il y a un mois à peu près. Et là, il semble revenir à peu près à ce qu'il avait montré en décembre notamment. Son ouverture sur sa passe D pour 111, elle est lumineuse. Et lui aussi, il a organisé le jeu qu'il a pu, malgré le manque d'attaquants. Justement, Joris, toi qui as vu pas mal de matchs de Ligue 1 par rapport à ton métier, un bon nombre, Pape Sarr, tu le situes où par rapport à tout ce que tu as pu voir? Au niveau d'un Cavaminga? Pas encore. Pas encore, bien qu'il soit plus régulier. Je trouve qu'il est plus régulier. Après, il est là depuis moins longtemps, donc la régularité est plus facile. Je le situe dans ces eaux-là. Je le situe dans cette trempe-là. C'est un joueur, c'est un joueur qui, de toute façon, malheureusement pour Metz, je pense, ne restera pas bien longtemps. Déjà, s'il reste la saison prochaine, c'est déjà un bon début. Parce qu'on a vu que l'Hexagone commençait à lui faire les yeux doux, que Lyon commençait à se pencher sur le dossier. Donc voilà, on commence à avoir quelques infos par-ci par-là. Alors après, il faut faire le tri évidemment, mais on commence à avoir quelques infos par-ci par-là.
Et un match comme ça contre le PSG, ça peut être que mauvais pour le club. Parce que là, il a encore fait un bon match. Il a vu qu'il pouvait rivaliser avec un milieu de ce calibre-là. Même si je pense que le milieu était plus à Manchester qu'à Metz. Mais bon, il fallait quand même sortir ce match-là. Et quand tu es le meilleur joueur de ton équipe à 18 ans face au Paris Saint-Germain, c'est quand même un message assez fort. Donc ouais, je le situe dans cette trempe-là, dans cette trempe des Kamavinga, un petit peu au-dessus, ou peut-être pareil que Kefren Turam. Voilà, c'est ce genre de milieu-là où on attend beaucoup et je pense qu'ils vont répondre aux attentes qu'on a. Merci Joris pour ton analyse au sujet de la pépite Messine. Et on espère nous aussi qu'il restera la saison prochaine parce que ça serait vraiment un grand regret de ne pas l'avoir vu à Saint-Symphorien. Et juste derrière un écran de télé. Tiens, justement, Tanguy, je te lâche pas ce soir. Ça donne quoi niveau stats? Qui c'est qui a brillé? Qu'est-ce que... Niveau stats, je pense que les stats montrent assez bien la grosse domination du PSG. Ils ont quand même eu 62% de possession contre 38 pour les Messins. Ce qui est intéressant, c'est de voir que on a eu un nombre de possessions à peu près égal. Le PSG ont eu 102 possessions et Metz 99. Et sur ces possessions, on voit que le PSG garde beaucoup plus longtemps le ballon. Ils ont eu par exemple 20 possessions longues, c'est-à-dire de 20 à 45 secondes, contre seulement 10 pour le FC Metz, quand le FC Metz a quand même connu 39 possessions de moins de 10 secondes. Donc ça illustre bien les difficultés qu'on a eues à se porter vers l'avant et à garder le ballon. Et j'aimerais aussi revenir sur le bloc messin en défense. On voit qu'Antonetti a tenté quelque chose de nouveau en essayant d'aligner un bloc assez haut. C'est certainement ce qui a coûté le premier but parce qu'ils étaient encore assez mal alignés en début de match, mais il y a eu quand même des intentions. Je pense que ce qu'il a manqué à ce bloc haut, c'est un peu de pressing pour être parfaitement efficace. Ça se sent aussi dans les stats. Sur les 59 récupérations de l'équipe Messine, il n'y en a que 6 qui ont été faites en position élevée contre 34 en position basse. Alors que côté parisien, on peut voir qu'ils ont, eux, effectué 11 récupérations élevées contre 32 en position basse. Donc on peut voir que le bloc parisien, malgré un bloc plus médian, a beaucoup plus pressé, a beaucoup plus gêné les Messins dans la sortie de balle. Et c'est certainement ce que le SMS aurait dû tenter de faire. Et il y avait un autre joueur qui effectuait son retour, c'était Kevin Endoram. Ça donne quoi, lui, au niveau des stats, Tanguy? Alors, je vais te dire ça. Alors, Kevin Endoram qui a dû jouer donc 22 minutes. En 22 minutes, il a touché une dizaine de ballons, 14 ballons. Sur 10 passes, il en a réussi 7. 4 dans sa moitié de terrain et 3 dans la moitié de terrain adverse. Une longue passe réussie. Un dégagement. Et pas trop de ballons perdus, il me semble. Je vois pas de ballons perdus dans ces statistiques. Il a été assez efficace et assez convaincant dans cette position de numéro 6, je trouve, qui vient de Doram. Ben, c'est une bonne nouvelle, Mathieu. Ça donne une solution de plus au milieu de terrain à Frédéric Antonetti. Oui, tout à fait. Et à l'instar d'Ibrahim Niane, c'est bien parce que il nous reste 4 rencontres à disputer et on a le loisir de pouvoir faire un petit peu tourner l'effectif et faire en sorte de préparer, comme l'avait dit Joris un petit peu plus tôt dans l'émission, de pouvoir bien préparer la saison prochaine parce qu'évidemment que quelque part dans la tête des joueurs, il y a un petit peu moins de volonté, ça se ressent parce que même Frédéric Antonetti l'a dit qu'aux entraînements, ça se défonçait un petit peu moins qu'en début d'année 2021. Donc, on est en train de tout doucement préparer la saison prochaine et c'est bien que certains futurs cadres de l'équipe de la saison prochaine puissent prendre part à ces rencontres-là. Dommage qu'il y ait encore Vincent Pajot qui soit à l'arrêt. Ça aurait été bien d'avoir tout le monde, mais en tout cas, on est en train de préparer la saison prochaine. Ça, c'est une certitude. Ben, merci Tanguy, merci Joris, merci Mathieu et Guillaume pour l'analyse. On en a terminé donc avec la 34e journée, pardon. Et c'est le moment de passer à l'actualité du FC Metz et à ce qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Joris, donc on va te laisser. On te remercie
d'avoir participé avec nous à ce live. Bah, Donc, avec on te souhaite plaisir. beaucoup de bonnes choses sur RMC Sport. Et puis, on compte sur toi, pourquoi pas, pour la dernière journée de championnat, histoire de faire un petit bilan sur la saison du FCMS. Et bah, le rendez-vous est pris, avec plaisir. Merci, Joris. Merci à vous, les gars. Salut. Merci, salut. Salut, Ciao, salut Joris. Joris, à bientôt. Alors, Ciao, ciao, Joris. on enchaîne donc avec l'actualité du FCMS. Guillaume, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Du moins, cette semaine, on a fait le tour vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé ces 3 derniers jours sur les réseaux sociaux et puis dans l'actualité du Club Grenat? Ouais, alors franchement, j'ai pas trouvé vraiment beaucoup de tweets. J'en ai retenu 3 seulement. En premier lieu, une petite photo du RFC Serein, du compte du club belge, qui a fait un petit montage avec une couronne sur la tête de Georges Mikotadze, pardon, en le surnommant King, avec donc ses 19 buts inscrits. Il a pris la tête et il est d'ailleurs meilleur buteur de Division 2 de D1B belge. Ensuite, on a vu Ibrahim Agnan qui a remercié bien sûr ses supporters et tous les messages chaleureux qu'il a eus. Je cite donc: encore merci pour tous vos messages. Le chemin a été long. Merci à tous ceux qui m'ont permis de revenir et au staff. Être dans le groupe du FCMS, c'est déjà une grande victoire. Le reste, ce sera du bonus. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu concernant Ibrahim Agnan, vous pouvez venir sur. Il me semble qu'on l'a mis partout, hein, mais venir poser une question à Ibrahim Agnan en nous envoyant une vidéo. Et on lui fera passer quelques vidéos pour qu'il y réponde. L'avancement des travaux de la tribune sud, maintenant du virage. La photo est un peu floue, donc c'est pas nous qui sommes responsables, mais voilà, on va déjà voir, on voit déjà bien sûr l'avancement. Maintenant, on arrive quasiment au niveau des lettres MES de la tribune ouest, donc c'est déjà un très bon bout de chemin qui a été fait par les ouvriers, bien sûr qu'on félicite. Et on espère que cette tribune sera prête le plus tôt possible et qu'on pourra y aller, bien sûr, quand on pourra revenir au stade. Et voilà, et on en a fini pour cette revue des tweets, parce que comme je vous ai dit, il n'y avait pas grand chose. Si on peut juste faire un petit tour par les commentaires sur Facebook. Stéphane qui nous dit prolongation de Farid. Alors j'ai pas vu passer. Pas vu passer la prolongation de Farid Boulaya. Je sais pas si. Je sais pas Non, de... justement, c'est Frédéric Antonetti qui a déclaré en conférence de presse, et du moins, et dans l'équipe, qu'il cherchait à prolonger Farid Boulaya et qu'en même temps, que le mercato du FC Metz ne serait pas la braderie et que de toute façon, c'est lui qui fixait les prix. Voilà. Et qu'il était dur en affaires. Donc, voilà. L'objectif de Metz est de conserver Farid Boulaya. Maintenant, est-ce que l'international algérien est sur la même longueur d'onde que le club? Bon, bah ça, on le saura dans les prochains épisodes de la story FC Metz. Ouais, exactement. Johnny qui nous dit, qui nous rappelle l'option d'achat de 1 million d'euros pour Aaron Laïa-ICK. Est-ce que vous pensez que le club doit lever cette option? Pour lui, il pense pas et il a plus souvent été mauvais que bon. Ah tiens, Tanguy, on va te laisser répondre à cette question. Je pense que c'est une question compliquée parce qu'on l'a rarement vu dans un système qui était bon pour lui. Après, ouais, je pense qu'on peut trouver plus intéressant. L'année prochaine, on aura Mikotadze qui va revenir. Ce serait dommage d'avoir l'IAICK pour lui prendre entre guillemets un peu de temps de jeu et je préférais faire confiance à la formation. Ouais. Donc toi tu penses Tanguy que Georges Mikotadze ne sera pas prêté tout de suite à un autre club. Tu penses qu'il va rester à Metz? Non, non, attends, il claque 20 buts Même s'il y a des deux Belges, c'est pas le plus haut niveau, il met 20 buts dans sa saison. Si on lui donne pas un peu de temps de jeu en Ligue 1,
va commencer à falloir se poser de sérieuses questions sur la confiance qu'a le club en les jeunes du centre de formation. Il fait une saison monstre. Si on n'a pas de deuxième neuf, c'est pas le même profil qu'Ibrahim Niane, donc ça peut être aussi intéressant. Il faut qu'il joue. T'oublies une chose, Tanguy. T'oublies une chose même très importante, c'est qu'en début de saison, quand Ibrahim Niane était blessé, Philippe Gaillot est intervenu dans le Gros Limag et justement, on lui a posé un spectateur lui a posé la question du retour de Mikotadze à l'époque, puisqu'il était en prêt à Serein. Et le directeur sportif du FCMS avait répondu que c'était pas du tout le profil d'attaquant qui était fait pour le système actuel du FCMS. Donc, je suis d'accord avec toi, Mikotadze mérite largement sa chance parce que voilà, c'est un pur produit de la formation Messine. En revanche, Mathieu, est-ce que tu imagines Frédéric Antonetti changer son système de jeu pour le meilleur buteur de la D1B belge? Bien sûr, bien entendu. Je l'espère. Mais après, non, que Mikotadze n'ait pas le profil, déjà, je trouve que c'est un peu surprenant comme remarque. Déjà parce qu'on a souvent évolué à 2 points de cette saison. Donc ça veut dire que Mikotadze il aurait eu complètement sa place dans un système semblable. Et maintenant, qu'est-ce qui nous dit qu'à une pointe, il ne soit pas capable non plus de rivaliser je trouve ça un petit peu étonnant comme réflexion. Et puis après, pour rejoindre un petit peu Tanguy, c'est vrai que si on ne fait pas confiance à un joueur qui a marqué 20 buts en deuxième division belge, on va faire confiance à qui parmi les joueurs prêtés au RFC Serein. C'est clairement le moment de le rapatrier en Lorraine et de le faire et de l'intégrer, de l'incorporer au groupe professionnel. Ouais. Je pense que aussi, quand Philippe Gaillot avait fait cette déclaration, il n'était pas à 19 buts comme il est aujourd'hui. Et quand on voit aussi qu'on a fait, je crois que c'était Mathieu qui le disait à l'instant, une bonne partie de la saison avec 2 points, des joueurs qui n'étaient pas du tout attaquants de pointe à la base. Exactement. Comme Lamine Gueye et Papillade, ouais. Je pense que Mikotadze n'aurait absolument pas fait de mal au jeu messin, aurait même plutôt fait du bien. Eh bien, je vais être l'avocat du diable. Ouais, et je vais vous dire c'est quoi Mikotadze doit rester à Serein. Allez, tiens, balance, tiens. Allez, petit duel là, petit duel. Allez, hop, petit duel, c'est parti. Qui c'est qui est chaud pour se frotter à moi? Guillaume, Tanguy, Mathieu. C'est parti, mais avantage à l'expérience et le talent ensuite. Allez, ça veut dire que je commence. Alors, pourquoi Mikotadze doit rester à Serein et surtout ne pas revenir à Metz la saison prochaine? Déjà, la première raison, le RSF Serein, si il accède à la D1, n'aura pas d'attaquant. Voilà, hormis Mikotadze, ils n'ont personne d'autre. Donc, ça, d'après moi, le président de Serein va chercher à conserver son buteur. Deuxième chose, pourquoi? Ça permettra à Mikotadze de poursuivre sa progression et d'avoir du temps de jeu, ce qu'il n'aurait pas à Metz puisqu'il serait certainement un super sub. Alors que là, il serait le titulaire numéro 1 du poste d'attaquant du RFC Serein en Ligue 1 belge. Pourquoi aussi Mikotadze donc ne doit pas revenir à Metz? Tout simplement parce que son temps de jeu risque d'être famélique et il peut éventuellement être transféré fin août ou début septembre dans un club de Ligue 2. Est-ce que la Ligue 2, pour Mikotadze, ça serait une progression? Je ne pense pas. Donc c'est pour ça que pour ma part, j'espère que Mikotadze restera en Belgique, qui brillera que déjà le RFC Serein se qualifie pour la Ligue 1 belge et que notre buteur géorgien brille dans cette compétition. Et à ce moment-là, Ibrahim Niane sera… Bip, c'est trop long. Ah, Mathieu pour sa défense, je lui ai laissé 15 secondes en plus, mais je te l'ai rajouté bien sûr plus tard. C'est pour ça que je l'ai laissé continuer. Sinon, je l'aurais déjà. Il a parlé 15 secondes en trop. T'as 15 secondes de rabeux, Mathieu. Voilà. J'ai combien de temps, Guillaume? J'ai combien de temps? Ah, t'as 1 minute 15 comme lui. Alors, je termine juste là-dessus. Ibrahim Niane sera transféré la saison prochaine après avoir claqué 30 buts. Et donc, Mikotadze aura le fauteuil pour lui et sera l'attaquant en 2022-2023 du FCMS. Voilà. Allez, t'as 1 minute 22, Mathieu. C'est parti. Quand tu veux. Très bien. Bon, alors, Mounir a déjà perdu le duel parce qu'il a dépassé de 25 secondes sans rien dire. Parce que dire que Mikotadze n'aurait aucun intérêt à jouer en Ligue 2 française, très bien. Dans ce cas, pourquoi pas le faire jouer en Ligue 1 française?
puisque de toute façon, il a le niveau. Quand on a un très bon joueur, quand on a un très bon attaquant, on doit saisir sa chance. Pour cela, il pourra être intégré au groupe pro. Il commence quelques rencontres en début de saison. Derrière, il fait quelques bonnes prestations. On le titularise aux côtés de Nian. Il met sa douzaine de buts en Ligue 1. On le vend 35 millions d'euros la saison prochaine. Et on aura tout gagné avec Mikotadze. Voilà, à l'instar de Papsar, les bons joueurs doivent jouer sur le terrain. On ne doit pas les prêter en Belgique. Quel est l'intérêt? Il a mis 20 buts. Il ne pourra pas faire mieux chez les amateurs, ou les semi-amateurs belges. Pour moi, c'est la pire option que de le laisser là-bas. Le prêter en Ligue 2, très mauvaise idée aussi, parce que championnat très physique. S'il tombe dans une équipe qui ne passe pas bien, il fera pas une bonne saison, à l'instar d'un Gauthier Hein. Non, pour moi, des joueurs comme ça, il faut qu'on leur donne leur chance. Ça tombe bien, on a un formateur qui s'appelle Frédéric Antonetti et qui est capable de saisir le maximum du potentiel de ces joueurs. Ce qui veut dire que si Mikotadze... Bip. Pris à ton propre piège, Mathieu. Si Mikotadze est incorporé à l'équipe première messine, je suis sûr qu'il ne fera pas pire que tous les autres attaquants messins. Eh ben, tu sais quoi? On va poser cette question demain sur Twitter. Ça sera la question du jour sur Twitter demain. Voilà. En cas d'accession en Ligue 1, en cas d'accession du RS Serein en L1 belge, est-ce que Mikotadze doit rester là-haut pour poursuivre son apprentissage ou alors revenir au FC Metz et affronter des défenseurs comme Marquinhos, Kipembe ou autres? Si on peut juste faire un point par les commentaires sur Facebook. Stéphane qui me dit qu'on devrait vendre Thierry Ambrose et garder Aaron Leia-Iseka. Et il nous dit ensuite associer les deux, un point d'appui Aaron Leia-Iseka et Ibrahim Niane pour prendre la profondeur. Et concernant les déclarations de Philippe Gaillot, on a Johnny qui nous dit quand Gaillot a fait cette déclaration, le club jouait plus en 4-3-3 avec une seule pointe devant. Merci Johnny pour cette précision. Donc c'est vrai que c'est quand même important. Et pour le cas Mikotadze, je voudrais juste rajouter qu'ils ont des attaquants sereins. Ils ont Amadou Ndiaye de Génération Foot et Moussa Gueye qui était l'ancien Messin. Donc ils ont des numéros 9, dont un de Metz même. Amadou Ndiaye, le pauvre, il a pas été très performant. Il a même beaucoup alterné avec le banc de touche. Et pareil, Moussa Gueye, il a claqué. Bon, ça reste quand même Mikotadze, le numéro 1. Donc, d'après moi, le RFC Serein voudra certainement repartir avec lui. Hein. Mais on verra ça. On verra ça. Alors, on en a fini avec les news, avec ce qui s'est passé un peu sur les réseaux. Maintenant, la famille, c'est à vous de nous poser vos questions. Il y a un sujet que vous voulez évoquer avec la team du live. Eh ben, n'hésitez pas. Posez un post. C'est le moment de la parole aux supporters. Allez, c'est parti. Et n'hésitez pas à déterminer le grand gagnant de ce duel flamboyant. Ah, tu y tiens, Mathieu. Euh, En attendant qu'on ait des sujets, je vais lire. Il y a 2 commentaires qui ont été postés entre temps. Johnny qui nous dit Amadou Ndiaye est aussi prêté pour lui, il lui semble. Oui, il est prêté. Oui, bien sûr, il appartient toujours au FC Metz. Oui, c'est ce que je me disais aussi. Et Claude qui nous dit, pour revenir au cas Mikotadze, s'il n'a pas sa chance la saison prochaine à Metz, il faut impérativement que certains responsables au club arrêtent le football. Il a réalisé une saison extraordinaire en Belgique. Naturellement. Donc tu as déjà une voix, Mathieu. Une voix sûre. Une voix sûre. Oh, et puis, connaissant les supporters messins, il y a une attente tellement importante autour de Mikotadze qu'il aura plus d'une voix à la fin de ce duel. Stéphane qui me dit Mathieu gagnant. 2 voix, Mathieu. Voilà. Mounir tremble. Ah oui, je fais que ça, regardez, comme une feuille. J'ai mis le sondage sur Twitter. Ah, merci Tanguy. Johnny, Alors, il y a une question de Johnny. Pensez-vous que le coach devrait changer de dispositif tactique et passer en 4-2-3-1? On l'avait déjà répondu, ça aussi. Ah, les gens ils sont pas assis.
Johnny, il n'a pas suivi les lives. Ouais, je Donc, rigole, bien sûr. donc ça arrive. Johnny, je pense que qu'Anthony Chic est moins du bord. D'après moi, il aura beau empiler les attaquants. Quand tu as des matchs où tu as 14 centres et pas un but, à un moment donné, tu te retrouves face à une situation où tu te dis, bon, lequel qui peut potentiellement marquer un but. Voilà, et puis c'est pour ça que tu te retrouves avec un seul artilleur face au PSG. Là, avec les retours de Nian et puis de Endoram, peut-être que d'ici la 37e ou 38e journée, il fera plaisir à Tanguy et changera son système de jeu. Honnêtement, j'y crois bien. Hein. Ah, pitié, moi j'espère un changement. Si tes attaquants sont pas bons, enfin, en mettre moins, ça va empirer la chose, juste. Ouais, ça dépend. Hein. Si c'est Papa Sarr qui se met en buteur, hein, qui devient l'homme à tout faire du FCMS, pourquoi pas? Pour moi, le changement de Ah, c'est un dispositif. duel. Est-ce que Papsar devrait jouer en pointe d'ici la fin de saison? C'est le sondage du jour. Et qu'est-ce que Papa Sarr devrait remplacer Dylan Brown en défense centrale? Non, moi pour revenir au changement de compo, je pense que ça dépendra du retour d'Enguet, surtout, je pense. Surtout Denguet, ouais. Alors, Enget, avec la blessure, mais en fait, on ne sait même pas quelle blessure. Hein. Le gars, il n'est pas là, ça fait bientôt 6 mois, mais on ne sait pas ce qu'il a eu. Hein. Il s'est blessé c'est en mai. Denguet qui n'aura pas joué un seul match de la phase retour, c'est C'est quand même l'Omerta. hallucinant, quoi. Pour un joueur qui devait revenir au 1er février. C'est grave. ouais. Non, mais franchement, le FC Metz, c'est comme le KGB, hein, je vous le dis. Hein. Il n'y a rien qui filtre. Hein. De toute façon, je pense pour bosser au FC Metz, il faut avoir. C'est la pègre. Oui, mais Mounir, quel est l'intérêt de faire de rendre la blessure de Denguet confidentielle? C'est quand même étonnant. Bah, tu sais, Ou alors il lui est arrivé quelque chose de grave et on veut pas le révéler. Mais Ah, je viens de trouver la source, c'est l'équipe. On dit pour Opa Nguet, c'est une blessure compliquée à une cuisse. Il a du mal à récupérer. Alors ça, si je veux pas dire de bêtises, il a bien servi, hein. c'était lors du match, lors du déplacement à Metz-Lens. Monaco. Non, à Rennes. L'article que je lis là, il date du déplacement à d'accord. Monaco. Ouais, en oui, tout oui. cas, Denguet s'est blessé lors de Metz-Lens. Hein, Oui, on se oui, non, souvient très non, ça oui. J'étais Mais d'ailleurs chez Mounir pour cette rencontre. C'était Metz-Lens ou c'était Rennes? Metz-Lens. Ah. ouais, et Oui, donc on a une t'étais- précision. c'est vrai. Apparemment, c'est une blessure à une cuisse. Il a du mal à récupérer, la douleur est toujours là et il n'arrive pas à se lâcher sur les frappes. C'était une déclaration à l'époque de Frédéric Antonetti. C'est emmerdant quand on est footballeur pro de ne pas pouvoir frapper dans le ballon. Ah bah ça c'est certain. En Donc blague. voilà, on sait qu'il a une blessure à une cuisse, mais quelle est la nature de cette blessure? Ouais, Un claquage? y a pas de. Non, Et ce qui est surtout étonnant, c'est qu'une blessure à un genou, enfin, je suis pas médecin, mais ça met pas 6 mois quoi, pour se résorber. Enfin, c'est très Ah, étrange. on sait pas le genou quand on parle, c'est la cuisse. Hein. La Tu veux cuisse, oui, d'autant plus la cuisse, puisque le genou, ça peut être très très grave, on le sait, ce qui peut arriver, mais la cuisse, c'est quand même. C'est curieux. On a une question de Stéphane. Pour vous, quel joueur de Metz n'a plus ou pas sa place pour la saison prochaine, qui mettent sur la liste des transferts, qui mettent sur la liste des prêts? Et avez-vous des news concernant John Boy? Ah bah alors tiens, Tanguy à toi. Allez. Pour les joueurs qui ont plus leur place, je pense qu'on a un attaquant avare de teinture, amateur plutôt de teinture, Un attaquant qui bavard de teinture. qui n'a plus trop sa place au FC Metz, mais non, pas avare. Non, justement, il est pas avare de teinture. Attention. Ouais, ben ça se sent. On le voit de moins en moins dans le groupe de toute façon, et je pense ça va être compliqué de trouver une porte de sortie, mais faudrait que le club cherche quelque chose pour Thierry Ambrose, quoi. Et Pourquoi pas justement Thierry Ambrose prêté au grand club satellite du Football Club de Metz qui s'appelle le RFC Serein, C'est ce que qui j'allais permettrait du coup d'avoir un joueur, attaquant. Georges Bicotadze d'être rapatrié Exactement, c'est ce que j'allais dire, Mathieu, tu m'enlèves les mots de la bouche.
Mounir qui disait avant que le RFC Serein n'avait pas d'attaquant. Pourquoi ne Si pas j'avais pensé, leur- le duel aurait été gagné à 100%. Là. pourquoi ne pas leur prêter Thierry Ambrose? Ben oui. On verra ça, on verra ça. Après, les joueurs qui n'ont plus leur place, honnêtement, par rapport à la saison qu'on fait, et chacun a amené sa pierre à l'édifice, donc c'est difficile de dire des joueurs qui n'ont plus leur place. Mais Au milieu de terrain, il y en a quand même quelques-uns. Hein. après, si on se base sur les stats et sur les deux dernières saisons, oui, le moins performant reste certainement Thierry Ambrose. Hein. Donc ça, Ouais, voilà. et puis au milieu de terrain, si on compte le retour d'Endoram, si on part du principe que Pape Sarr peut encore éventuellement faire une saison avec nous, ben, Victor Yangban et surtout notre ami Vincent Pajot ont beaucoup de soucis à se faire. Surtout Warren Chimbembe, on l'a déjà vu un Sans match parler entier. On l'a déjà Dembélé. vu un match entier. Oui, il a déjà été titulaire. Ouais, il a déjà. Ouais, parce que En coupe, j'en ai il a été absolument, titulaire. Hein. j'en ai absolument pas de souvenir. Il est blessé, Ouais, il est prometteur. Moi, de ce que j'ai vu, c'est un garçon qui est très prometteur. Après, ouais, c'est vrai que c'est dommage. Il est toujours blessé d'ailleurs. Et c'est dommage il avait plutôt un style offensif, si je me trompe pas, quand il était arrivé. Après, on nous l'avait vendu on nous l'avait vendu comme un défenseur, dans un style plus défensif. Du coup, on sait pas quel est son style de jeu. Et voilà. Après, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, comme l'a dit Mathieu, il y a quand même beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Surtout si on reste dans ce dispositif à seulement deux milieux de terrain, c'est inutile d'avoir autant de milieux, quoi. Bah si, c'est utile, Guillaume. Regardez cette saison, les gars. Mathieu, avec les blessés, si t'as pas plusieurs milieux de terrain, tu te retrouves avec plus personne. Hein. Avec Pajot, déjà, tu enlèves pas. T'as Pajot, t'as Endoram, t'as out quasiment toute la saison. Kipembe, là, qui est out depuis aussi pas mal de matchs. Donc au final, tu regardes, t'as tourné qu'avec trois milieux de terrain, quoi. Heureusement, et heureusement que Papé Matar Sarr a éclos et qu'il a pu amener une solution supplémentaire à Frédéric Antonetti. Guillaume, il y a d'autres questions Ouais, sur la. donc on avait, c'est pas vraiment une question, mais qui nous dit que il aimerait bien venir voir débarquer Jimmy Cabot. On en avait déjà d'ailleurs parlé il y a quelques mois de ça, mais ça avait rien donné. Et donc C'est voilà. pas rêver ce joueur. Il y a quelques années peut-être, mais aujourd'hui, Non, moi bon, non plus. je sais pas pour qui tu dis, mais Il est en bout de course. ça me fait pas rêver non plus, Jimmy Cabot. Quoi. Non, Jimmy Cabot, ça me fait vraiment pas rêver. Je pense qu'on a une bonne dizaine de noms avant Jimmy Cabot. C'est clair. C'est clair, ça serait un jour probis. Surtout en plus, ça viendrait de Lorient, du même club. Alors, Johnny, là-dessus, on partage pas ton avis. Laisse-le loin, Jimmy. Mm. À part ça, non, pour te répondre. Ah, ici, il y a Stéphane qui vient de dire à l'instant Zinedine Ferrat. Bah, ça devait se faire d'ailleurs, si je me trompe pas, l'été dernier, non? Zinedine Ferrat. Et ça s'est pas fait finalement. Il est parti du côté de Nîmes, si je me trompe pas. Je me rappelle qu'un compte Instagram l'avait annoncé en grande pompe, comme quoi le transfert avait été réalisé. Enfin, c'est pas la première fois que ce compte-là, il nous avait sorti la même chose pour Diabaté. Donc oui, je me souviens bien que soi-disant c'était fait, mais non. Voilà. Donc Ferrat, joueur du même profil que Boulaya, Mais très. Si Boulaya reste dans l'équipe, s'il n'est pas vendu au mercato, on n'a aucun intérêt d'avoir un autre profil. Surtout qu'on peut aussi avoir un Pape Sarr qui peut évoluer en poste de meneur de jeu. Donc Zinedine Ferrat, aucune plus-value pour le FC Metz dans ces conditions. On a Claude. Moi, je trouve que c'est un joueur assez intéressant si Boulaya part. Parce que c'est un joueur qui est plus capable de jouer sur une aile. Et justement, pour revenir à un système à 3 attaquants avec N'Guet d'un côté et Ferrat de l'autre, comme créateur sur une aile avec N'Guet plus dans la percute, ça permettrait d'avoir deux profils différents sur les ailes. Et justement, avec même Papar Sarr qui pourrait jouer au centre, ce serait pas mal d'avoir Ferrat si Boulaya part. On a Claude qui nous dit changer le dispositif tactique ne rendrait pas service à Kiki Kouyaté, Dylan Brown et John Boy, car ils se sont familiarisés avec ce schéma tactique maintenant, et le coach ne changera pas car ça lui a permis de maintenir et de stabiliser le club en Ligue 1.
Oh, après, jusqu'à la fin de saison, oui, le coach il changera certainement pas son système de jeu. En revanche, l'année prochaine, en fonction du groupe qu'il va avoir, il sera peut-être amené à mener une réflexion. Et comme il l'a dit, de toute façon, il met chaque saison plusieurs systèmes en place et après, il y en a un qui se dégage. Donc, l'année prochaine, je ne vois pas déroger à sa règle. Eh bien, Oui, et écoutez, puis il faut aussi se dire que John Boy a 34 ans, même s'il a fait une très grosse saison. C'est pas dit qu'il soit encore dans les mêmes, au même niveau la saison prochaine. Donc ça pourrait aussi corroborer avec le fait qu'il soit peut-être un peu plus dans un rôle de remplaçant de luxe pour la saison prochaine et qu'on puisse retourner à une défense à 4. et toi, tu oublies Vittorino Hilton. Mec, regarde-le, défenseur central non plus, il a plus de 40 piges. Mathieu, 34 ans, Ah, c'est mais jeune. comme ça, hein, c'est vrai que quand on prend le seul contre-exemple qui existe dans l'histoire du foot, Ah, c'est pas le seul, je peux t'en sortir d'autres, c'est pas le seul. Teddy Sheringham, Zlatan Ibrahimovic, il y en a plein. Il y en a plein. Ah, Bon, bah écoute, Hilton, il est au bout du rouleau. et on peut prendre une tonne. Hein. non, il est au bout du rouleau, il est au bout du rouleau. Bon, ben, on en a fini avec la parole aux supporters. On vous remercie. On n'a juste pas répondu à votre question. Il semblait que John Boy avait une reconduction automatique d'une année chaque fois. Donc, il avait signé 1+1. Donc, logiquement, je crois que si on est maintenu, automatiquement, il fera une nouvelle année avec avec le Et FCF. activé, ouais, tout à fait. Voilà, elle sera activée. Bah, écoutez, on vous remercie d'avoir participé à cette émission avec nous. Merci Guillaume. Merci Monir, merci Mathieu, merci Tanguy, merci tout le monde. Guillaume, les résultats du duel. Ah bah à part les commentaires que je vous ai lus tout à l'heure, y a rien eu d'autre. Je t'ai dit, c'est en phase de digestion là. Allez, c'est fini, on les a perdus, frère. Tu verras sur Twitter demain. Non, 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 je veux avoir le résultat ce soir. Là. En tout cas, Tanguy, les résultats de Twitter. merci à Johnny, merci à Stéphane. J'en oublie d'autres. Merci à tous ceux qui nous suivent. Hein. Et puis, on se retrouve pour l'après-match, donc samedi, puisque Metz joue dimanche, L'avant-match. de mémoire. L'avant-match. L'avant-match, pardon, samedi. Et puis, en attendant, Mathieu, je te souhaite une bonne semaine. Merci Mounière, toi aussi, passe une très belle semaine. Merci, jeune apprenti. Tu es bien gentil avec moi. Ça cache quelque chose. Tanguy, pareil, bonne semaine à toi. Merci Mounir, merci pour l'invitation, merci à tous. Et donc pour Mathieu, sur Twitter pour l'instant, sur 61 votes, on a 67% de retour à Metz et 33% de une saison de plus à Sera. Yeah, c'est qui le big boss là? Attends, c'est pas fini, frérot. Je vais appeler ce soir. Je vais appeler mes potos. Je vais appeler En mes potos à 2021, Quarantine. je gagne 100% de mes duels. Je vais appeler mes potos à Quarantine. Tu verras demain matin, ça va être 99%. Reste à Metz, retourne à Serein et 1% reste à Metz. Tu verras. Quel coup de fil en main. Je peux maintenir le sondage jusque quand? Ça peut être vite réglé, ça. Là, je l'ai laissé une journée, donc j'ai laissé 24 heures à partir de, je sais pas, il y a une demi-heure à peu près, donc on sort les résultats définitifs, on saura demain à la même heure. Très bien, on refait un live demain soir. Voilà, Live juste de un 5 live pour le minutes. duel. Voilà, live de 5 minutes pour le duel. Alors soyez là, histoire que. Soyez là Mathieu- demain à 22h pour les résultats du live. Arrête, les gens ils vont vraiment venir, on va se faire insulter. Ah, on avait dit un live. Non, rendez-vous demain à 22h sur Facebook pour les résultats du duel. Voilà. En tout cas, merci encore une fois à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci la team. Je vous souhaite une bonne semaine, une belle soirée. Et puis, allez Metz! Allez, Metz. Bonsoir tout le monde. Allez, Metz!